Ouais, rappelons qu'on est passé officiellement l'an dernier sous la barre des 7% de croissance en Chine. Atterrissage donc qui n'est pas sans risque. On accueille à présent nos trois invités. Ben Amoyal, bonjour. Bonjour David. Gérant de portefeuille chez Premia Capital. Laurent Pérez à côté de vous. Bienvenue Laurent. Bonjour David. Directeur associé de Erez Israël. Et Laurent, un autre Hatchouel cette fois. Bonjour Laurent. Bonjour. Analyste économique. Alors à première vue messieurs, ce décrochage des bourses chinoises, ça donne un petit peu des frissons. Est-ce qu'on peut distinguer des différences entre donc, cette crise et le krach de l'été dernier? On parlait à l'époque d'une grosse correction après plusieurs mois d'emballement des marchés. Ben, pour commencer. En fait, si vous voulez, c'est très similaire puisqu'il y a des décrochages au niveau boursier suite à un changement du taux de change. Je vous rappelle qu'en mois d'août, on avait parlé d'une baisse de 3% du CNY. Et c'est vrai que c'est des mécanismes qui se ressemblent et les effets ne seront pas les mêmes pour moi. Au niveau du point de départ, il y a quand même eu la publication aussi d'indicateurs pas très rassurants, Laurent, sur la production chinoise. Sur la production, il y a eu les PMI manufacturiers du mois de décembre qui étaient effectivement sous la barre fatidique des 50 points, 48,2 je crois de mémoire, en baisse par rapport au mois de novembre également. Alors il faut aussi effectivement recadrer tout cela par rapport au momentum, par rapport aussi à la baisse du baril. Donc c'est un catalyseur supplémentaire pour entretenir cette anomalie de marché que l'on a en ce moment effectivement avec beaucoup de nervosité. Ouais, et puis aussi il faut relativiser parce que les services ça va bien en Chine, c'est pas complètement tout noir non plus, Laurent. Les services vont bien, la production industrielle a rebondi aussi, qui comprend la construction. Cependant, je ne pense pas que l'économie chinoise peut se suffire et se nourrir de l'économie de services. Pour moi, on a un point assez crucial en Chine, c'est-à-dire que la croissance est plus basse que prévu. Il y a 200 milliards de sorties de capitaux par mois. On a une bourse qui est surévaluée. Le PER, combien se payent les bénéfices, est de 45 sur la bourse chinoise. Mais là, excusez-moi, je suis pas d'accord du tout avec vous parce que la bourse chinoise, pour moi, c'est pas révélateur de l'économie chinoise. C'est vraiment une économie de gambler. Je suis d'accord, mais j'énonce les facteurs de risque potentiels. La bourse, si on a un scénario, le PER est de 45, il est de 16, donc la bourse chinoise est 3 fois plus chère que la bourse européenne. Si on a un scénario de baisse de la bourse chinoise et que les sorties de capitaux continuent, c'est un risque important pour la bourse, pour l'économie chinoise et donc pour l'économie mondiale. On ne pourra pas puiser longtemps non plus dans les réserves, ouais. Vous êtes d'accord? Non, effectivement. Enfin, je pense qu'il faut avoir conscience d'un point. C'est qu'aujourd'hui, l'économie chinoise ne peut plus croître à 2 chiffres comme ce qui s'est passé ces dernières années. Donc un atterrissage est normal. Il y a un soft landing, et ça, on est tous d'accord pour dire, c'est pas un hard landing. Il va se passer aussi un point très très important à surveiller, c'est que c'est un modèle qui est en train de se transformer. Aujourd'hui, la Chine va devoir compter sur sa consommation interne, sur en gros son économie interne. Ça ne se passe pas encore, c'est difficile. Voilà, ça ne reprend pas le relais encore aujourd'hui. Pour l'instant, à mettre en place, quoi. Donc tout ce laps de temps que l'on a connu sur la Chine avant et la Chine aujourd'hui, donc fait un petit peu cette nervosité que l'on de transition un petit peu qui sème le trouble. Vous passez d'une économie qui est très manufacturière à une économie de services. D'ailleurs, on a bien vu que les PMI services étaient en hausse. Ouais, donc, en fait, c'est cette transition que les marchés mondiaux, puisque là, on parle des répercussions, ont du mal à accepter pour l'instant. Mais c'est peut-être plus qu'une transition, parce que la Chine a besoin, avec 5% de croissance, la Chine crée du chômage. 5%, c'est pas le chiffre officiel. Hein. Non. Si on a 5% de croissance du PIB, c'est le seuil. Il n'y a pas de création d'emplois. Donc la Chine, qui est un grand pays, a besoin de produire beaucoup de croissance. Comme Laurent l'a dit justement, on est dans une consolidation. On a 20 ans de croissance à moyenne de 7% par an. On est dans une consolidation normale. Cependant, la Chine est un grand pays qui a besoin de produire beaucoup de richesses. Alors, pour revenir quand même à ces déconvenus de la bourse chinoise, est-ce que vous pensez qu'il y aura un impact quand même à long terme sur les grandes places financières? On voit déjà qu'en Europe, ça ne va pas très fort à cause de ça aussi. Non, évidemment, la Chine, c'est quand même la deuxième puissance mondiale. La Chine, c'est 16% du PIB mondial. Ouais. Donc évidemment que lorsque la Chine éternue, le monde entier, en gros, est enrhumé et il y a un risque à court terme. Pour autant, la bourse chinoise, et je pense que Laurent pourra le confirmer, elle est très locale en fait, ce sont des investisseurs locaux. Donc ça reste véritablement en vase clos, il n'y a pas de risque. Elle reste attractive pour ces gens-là, au moins elle reste attractive jusqu'à un certain point, je crois. Non, elle est plus attractive sur ces niveaux-là, pour l'instant. Mais pour vous parler des investisseurs internationaux aussi? Les investisseurs internationaux, ils n'avaient pas forcément accès à ces marchés-là. Via Hong Kong, on sait qu'il y a la via Hong Kong. Mais là, ce qu'il faut regarder, c'est la bourse chinoise simplement. On a fait sur 2015 à peu près plus 50%. Je veux juste faire un rappel avec les marchés européens ou américains où on est flat ou plus 8, plus 9%. Ouais. Donc ça montre bien qu'il y a une tête corrélation, mais elle n'est pas si grande que ça. Il faut Alors l'autre volet, messieurs, on va gagner du temps, c'est bien sûr le yuan qui est tombé à ces niveaux un plus bas depuis le mois d'août dernier. On va d'abord écouter cette analyse qui nous en parle et on revient tout de suite. La Chine a été le seul pays qui n'a pas affaibli sa monnaie, pendant que tous ses principaux concurrents affaiblissent la leur.
Donc je pense qu'à présent, avec une monnaie forte et une économie qui ralentit, c'est normal que la monnaie commence à baisser avec la politique de desserrement de la Banque centrale. Partout ailleurs, il se passerait exactement la même chose. Ce n'est pas une raison pour paniquer. Mais beaucoup de gens sur les marchés ne sont pas forcément d'accord avec moi. Laurent Pérez, est-ce qu'en dévaluant sa monnaie, la Chine ne va pas exporter quelque part sa crise au reste du monde? Évidemment, les pays très liés de près ou de loin à la Chine, comme le Japon, l'Allemagne, qui étaient des grands pays exportateurs vis-à-vis de la Chine, vont effectivement subir un petit peu les conséquences. Les pays producteurs de matières premières, pareil, vont subir aussi des flux effectivement de moins, avec un impact moins fort. Et puis on doit penser également aussi aux pays émergents de la zone, les autres petits pays émergents avec un yuan effectivement qui a beaucoup baissé, surtout, hein. absolument, donc sont déjà des économies fragiles. Ouais. Donc avec ce genre de perturbations, il y a un vrai débat au sein même de la Chine, des réformateurs, entre les réformateurs et les conservateurs, à savoir est-ce qu'il faut dévaluer le yuan et de combien, le yuan et de combien. L'année dernière, ils ont dévalué de 3%, ce qui n'est pas grand-chose. Donc c'est les réformateurs qui ont gagné, qui disent qu'il faut mieux un yuan fort pour obliger l'économie à se réformer. Cependant, si un scénario catastrophique pour moi pourrait être une dévaluation de 20% du yuan. Vous y croyez ça, ouais. C'est un scénario qui est sur la table. J'y crois, c'est un scénario possible. Il faut l'imaginer. Ouais. Dans ces cas-là, tous les pays aux alentours, comme le Vietnam et d'autres pays, seraient en concurrence avec les produits chinois, deviendraient plus attractifs. Et ça serait un risque, effectivement, pour les pays européens, pour les États-Unis aussi. Il y a un débat. Je pense que Pékin n'a pas encore décidé de sa stratégie. Peut-être en perspective. Ben Amoyal, on a le sentiment quand même qu'on est en train de prendre conscience seulement maintenant des vrais problèmes de la Chine. On parle de surcapacité de production, on parle de surendettement des ménages, des entreprises. Ça fait quand même un petit moment que ça dure. Pourquoi c'est seulement maintenant que... Non, c'est pas seulement maintenant. On en parlait déjà en mois d'août dans vos émissions. Ouais. Ça fait pas seulement maintenant. Ça fait quand même plusieurs années. Ouais, ça fait plusieurs années. Il y a beaucoup d'économistes qui tiraient déjà le signal d'alarme. Je pense que ce signal d'alarme est un peu exagéré en ce qui me concerne, parce qu'on parle d'un PIB, enfin d'une croissance du PIB qui va être, au lieu d'être à 7%, va être à 6,8%. Ce qui est pas mal, hein. Si c'est ça, c'est pas mal. Ouais, no big deal, quoi. Je veux dire, un marché, voilà, officiellement, bon, il faut bien qu'on se base sur quelque chose. Certains économistes prévoient peut pas partir de 2%. Ouais, bon, moi j'ai entendu des économistes qui disaient que la Chine elle être à plus 1% sur la croissance de PIB. Donc bon, après on peut tout entendre. On a RBS qui dit qu'il faut tout vendre. Bon, on entend de tout. Après, il faut regarder aussi les faits, ce qui est plausible. Personne n'a intérêt aujourd'hui à ce qu'il y ait un crack dans l'économie mondiale, parce que tout est interconnecté. On a vu ce qui s'est passé avec le pétrole. Ça passera partout, parce qu'aujourd'hui le pétrole, c'est devenu le moteur des marchés financiers. Vous n'avez qu'à regarder la querelle du pétrole avec tous les marchés mondiaux, et la Chine en dessous. Donc, alors, je partage effectivement le point de Ben. En fait, on reste sur un biais, nous, de notre côté aussi, assez volontariste sur la Chine. On n'a pas envie de jeter l'éponge, c'est fini, il en est hors de question. Mais on le fait via, effectivement, aujourd'hui, la manière la plus... pas trop de risques. Pas trop de risques. Effectivement, via des fonds, effectivement des spécialistes qui ont les yeux rivés sur cette zone-là, avec des poches très précises d'investissement sur la Chine, sur des secteurs liés à la consommation, puisqu'aujourd'hui, le modèle change. Donc tout le secteur lié à la conso, les technos, les banques. Donc effectivement, ça nous paraît plutôt malin d'aller sur ce genre de fonds aujourd'hui. C'est encore de l'espoir pour les investisseurs. Un mot, quand on voit ce panorama, sur la phrase de George Soros qui dit que quand il regarde cette crise en ce moment, ça lui fait penser à la crise de 2008. Il croit qu'une crise mondiale est possible à cause justement de ce contexte. Vous en pensez quoi ? Le scénario est sur la table. Il y a deux risques. Il y a la Chine. Comment on interprète ? Et le deuxième risque, c'est la bulle obligataire qui a été créée par les politiques de quantitative easing des banques centrales européennes, japonaises et américaines de ces dernières années. Ce sont pour moi deux risques. Et la bulle obligataire est un risque plus important à court terme que le ralentissement de l'économie chinoise qui a besoin de se transformer. Ouais. On peut avoir, si on est dans cette bulle obligataire, on peut avoir une crise comme en 2008, qui est une crise de l'endettement. Excuse-moi, mais la bulle obligataire, elle a déjà quand même pas mal explosé en 2015. Sur les AID et les pays émergents, mais il y a d'autres marchés sur lesquels on pourrait voir une consolidation. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur ce plateau. C'est le moment de passer